Bon après-midi à tous et bienvenue pour ce dernier séminaire du groupe ISA Africa en langue française sur les AVC. Et je dis le dernier séminaire de l'été parce qu'on va être obligé de suivre la trêve pour le mois d'août et nous nous retrouverons au début septembre pour de nouvelles aventures. Alors aujourd'hui, nous allons parler de neuroradiologie. Nous avons invité le docteur Francesco Birassi, qui est un neuroradiologue interventionnel de l'hôpital Umberto I de Rome, à nous parler du scanner cérébral en cas d'AVC. L'intervention du docteur Birassi est en langue française. Et comme d'habitude, après avoir écouté son intervention, nous aurons l'espace de plusieurs questions que vous pouvez écrire dans l'espace réservé à cet effet ou bien en levant la main. Mais ça, c'est le docteur Jonathan qui va mieux vous expliquer comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas encore notre fonctionnement. Bonjour Jonathan. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue une fois de plus à notre sixième rendez-vous de webinaire sur les maladies cérébrovasculaires. Comme l'a bien dit Diane, aujourd'hui nous allons parler de l'imagerie médicale en cas d'AVC. Alors notre webinaire se déroulera comme d'habitude dans deux parties. La première partie sera dédiée à la présentation du sujet du jour et la deuxième partie est réservée à la discussion et à la, à la partie des questions et réponses. Donc, vous pouvez directement poser votre question dans la section réservée à la question et réponse en dessous ou demander, lever la main et intervenir directement pour apporter votre expérience, pour nous parler de votre expérience et apporter votre contribution par rapport au sujet du jour. Alors, bonne session de formation à tous. Bonjour à tous, je suis Francesco Biraschi, je suis un neurologue interventionnel chez Polyclinique Umberto I di Rome. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler de neuromagerie dans les cas d'AVC. Avant de commencer, je voudrais remercier Isa et ISA Africa pour l'invitation, et en particulier le Dr. Anfakou, qui est la modératrice et l'organisatrice de cet événement. Je voudrais commencer avec une définition très simple, mais c'est important, que l'AVC ischémique, c'est une urgence médicale caractérisée par l'obstruction d'une artère cérébrale, entraînant d'une réduction du flux sanguin et des lésions neuronales. Le traitement de l'AVC a radicalement changé au cours de dernières années. Jusqu'à il y a 30 ans, il n'existe aucun traitement spécifique pour les personnes atteintes d'AVC. Et aussi, les principales étapes de développement de traitement intraveineux par RTPA pour les patients atteints d'AVC. 1996, l'FDA approuve l'utilisation de RTPA en cas d'AVC dans les 13 heures. L'an 2000, il y a la première fibrinolyse intraveineuse en Italie. Et en 2008, l'extension à 4h30 pour le traitement par l'RTPA IV intraveineuse. Mais en l'an 2015, que tout change, puisque 5 études sur le New England Journal of Medicine sont publiées, un peu tombent l'un des autres, et ces études démontreraient la supériorité du traitement endovasculaire associé au RTPA-IV par rapport au RTPA-IV seul chez les patients présentant une inclusion d'une grosse blessure dans les 16 heures suivant l'apparition des symptômes. Cette amélioration notable dans le traitement de l'AVC ischémique qui a conduit en 20 ans d'années de l'absence de traitement à l'une des thérapies les plus efficaces de la médecine a été possible grâce au développement de techniques de neuroimagerie. Voici, ils sont rapportés les principales techniques de neuroimagerie utilisées dans les études qui ont conduit à l'utilisation de la thoracectomie mécanique en la pratique clinique. Donc, nous avons été témoins
d'un changement décisif dans les démarches diagnostiques, car désormais, il ne suffit plus de savoir qu'il n'y a pas d'hémorragie ou d'hypodensité précoce, mais il faut savoir s'il y a une occlusion d'un gros vaisseau, quel vaisseau il est, et s'il y a la présence des cercles collatéraux, et comment elle était perfusionnelle de cérébro. Avant de commencer à parler de la néomagerie, excusez-moi, mais quelques slides sur la physiopathologie de l'ischémie cérébrale sont nécessaires, je crois, pour introduire le concept que nous verrons sur l'analyse de la neuroimagerie. D'un point de vue fonctionnel, nous pouvons identifier à moins trois domaines d'intérêt. La première zone, une zone centrale, qui s'appelle les corps ischémiques, une zone périphérique à le corps, la pénombre ischémique, et une zone périlésionnelle, en troisième zone, la zone périlésionnelle, qui s'appelle oligomie bénigne. Les deux premiers domaines sont ceux sur lesquels nous concentrerons notre attention. Le corps ischémique est une zone de tissu cérébral située au centre de la lésion ischémique aiguë et se caractérise par une sévère hypoperfusion et ces zones endommagées de manière irréversible et compromises fonctionnellement et structurellement. Elle n'est plus viable ni potentiellement récupérable en cas de reperfusion, évolue irrémédiablement vers une ischémie, vers la mort cellulaire. Au contraire, il y a la pénombre ischémique, qui est une zone de tissu cérébral située à la périphérie du corps ischémique, était caractérisée par une sévère hypoperfusion aussi, mais l'endommagé est endommagé d'une manière réversible, car il est fonctionnellement compromis, mais structurellement intact grâce à l'apport provenant des cercles collatéraux de compensation. Toujours vital et potentiellement récupérable en cas de perfusion, à risque d'ischémie vers lesquels il évolue en cas de défaut de reperfusion. Voici les principaux paramètres de perfusion qui doivent être analysés lors d'une AVC. Il existe deux paramètres importants, qui sont le débit et le volume, le CBF et le CBV, et deux paramètres qui concernent les tempos de circulation. Ils sont l'MTT et le TTP. Leurs définitions sont données ici, comme on peut voir, mais je crois que la chose la plus importante à garder à l'esprit est la relation qu'il existe entre les différents paramètres de perfusion. C'est-à-dire que le CBF, le débit sanguin cérébral, est le rapport entre le volume sanguin cérébral, le CBV, et le temps de transit moyen, MTT. Le savoir est fondamental car cela permet d'identifier deux concepts, le corps ischémique et la pénombre ischémique. En effet, les différences de ces paramètres permettent d'identifier la pénombre et les corps ischémiques. Par exemple, dans le corps ischémique, nous avons un CBF fortement réduit, un CBV réduit avec des valeurs inférieures à 2,5 ml par 100 g et la MTT augmentée avec des valeurs supérieures à 5 secondes. Par contre, dans la pénombre ischémique, nous avons le CBF fortement réduit aussi comme dans le corps ischémique, mais la différence essentielle, c'est que le CBV est normal ou augmenté avec des valeurs égales ou supérieures par rapport à la vasodilatation compensatoire induite par la circulation collatérale. Et aussi le MTT s'est augmenté avec des valeurs supérieures à 5 secondes. Objectif donc de la thérapie de reperfusion, que ce soit pharmacologique ou mécanique, est assurer la réouverture du nervure rapidement, empêcher la progression de la pénombre vers les corps ischémiques et enfin améliorer les résultats pour les patients. Enfin, nous sommes à l'analyse des neuroimages. La première chose auquel nous sommes confrontés est de savoir quel type d'image utiliser.
La TDM ou scanner cérébral est une méthode d'imagerie largement utilisée pour les diagnostics rapides de l'AVC ischémique. La TDM cérébrale utilise des rayons X pour produire des images détaillées du cerveau. Le scanner cérébral, sans contraste, reste les piliers de l'imagerie dans le cadre d'un AVC cérébral aigu. C'est rapide, euh, peu coûteux et facilement disponible. Sa principale limite réside cependant dans sa sensibilité qui est limitée en situation aiguë. La détection dépend du territoire, de l'expérience du radiologue interprète et bien sûr du moment du scanner à partir de l'apparition des symptômes. Par contre, rares sont les centres qui utilisent l'IRM, la résonance magnétique pour le diagnostic de l'AVC. L'utilisation de l'IRM est moins répandue en raison des délais d'acquisition et de la moindre disponibilité de ces appareils dans les salles d'urgence. Nous utilisons également le scanner cérébral multimodal pour le diagnostic de l'AVC aigu dans notre processus de diagnostic. Et ce sera ce qu'on va analyser. On rapporte ici des hypodensités classiques à l'attaque à la scanner basal qui représente une ischémie en phase subaiguë. La particularité de l'hypodensité en cette phase, en phase subaiguë, est qu'elle est cortico-suscorticale et qu'elle est décrite exactement en territoire d'apport vasculaire. Comme on peut voir, nous avons ici en ischémie, un infarct de l'artère cérébrale moyenne, un artère au centre de l'infarct de l'artère cérébrale postérieure et finalement un infarct de l'artère cérébrale antérieure, représenté par cette hypodensité qui respecte précisément les territoires vasculaires de l'artère affectés par l'ischémie. Mais quand on voit ces types d'hypodensité, il est déjà trop tard pour intervenir. Il n'y a pas de pénombre observé et les dommages ischémiques sont désormais stabilisés. Donc, nous savons que dans la phase aiguë, il n'y a aucun son d'hypodensité et que poser un diagnostic d'AVC peut être difficile. Et il est donc important de développer un chemin diagnostic correct. C'est notre parcours diagnostique du patient suspecté d'AVC. Il est représenté d'un protocole multimodal avec un TDM basal, un angio-TDM interphasique et une étude de perfusion. Ces parcours diagnostiques permettent d'identifier les patients qui peuvent réellement bénéficier du traitement, d'atteindre la fenêtre thérapeutique relativement rapide avec une acquisition prenant environ 12 minutes. La première information que la TDM peut nous donner, c'est d'exclure les événements hémorragiques. En effet, la TDM a une sensibilité, une spécificité très élevée pour poser la diagnostic d'hémorragie. L'hémorragie intracérébrale apparaît généralement comme une région hyperdense blanche sous la TDM sans contraste. Cette hyperdensité se due à la présence de sang frais qui a une densité supérieure à celle de la parenchyme cérébrale environnante. La TDM nous permet non seulement d'identifier la présence de sang, mais aussi de comprendre quel type de saignement il s'agit. Par exemple, nous avons ici les types possibles d'hémorragie cérébrale que l'on peut retrouver dans les phase aiguës de la TDM. Les hémorragies intracérébrales, la première que vous avez à la droite, c'est l'hémorragie intracérébrale. Elles peuvent être de formes variées et se situer dans les différentes régions du cerveau.
tels que les lobes cérébraux, les ganglions de la base, le thalamus, le cervelet ou le tronc cérébral. Depuis, nous avons l'hémorragie subarachnoïdienne. Le sang dans ce type d'hémorragie se situe dans les espaces sous-arachnoïdiens, apparaissant comme des zones hyperdenses dans les fissures sylviennes, les fissures interhémisphériques et les cisternes basales. Ensuite, nous avons les hémorragies susdurales. L'hémorragie susdurale s'est caractérisée par une accumulation de sang entre la dure-mère et l'arachnoïde, apparaissant comme une zone hyperdense en forme de croissant le long de la surface du cerveau. La densité peut varier en fonction de l'âge de l'hématome. Les hématomes subaigus peuvent avoir une densité mixte, isodense à l'hypodense, tandis que les chroniques apparaissant souvent isodenses ou hypodenses. Enfin, nous avons l'hémorragie épidurale, qui est située entre la dure-mère et le crâne, apparaît comme une zone hyperdense en forme de lentille biconvexe. Une fois que nous avons exclu les événements hémorragiques et que nous avons un patient présentant des symptômes neurologiques focaux d'apparition aiguë, nous pouvons nous concentrer sur le TDM de base pour rechercher les premiers signes d'AVC. Nous savons que dans les premières heures suivant l'ischémie, les changements pouvant être subtils et parfois difficiles à détecter. La chose que nous pouvons faire, c'est identifier les premiers signes, qu'ils sont représentés par l'atténuation de l'interface blanc-gris, l'alissage des lésilons, disparition du milieu lenticulaire au caudé et l'hyperdensité de l'artère cérébrale moyenne. Nous avons ici deux exemples de premiers signes de l'AVC à la TDM sans contraste. À la gauche, nous avons une disparition du noyau lenticulaire dans les cercles rouges pendantes. Les flèches rouges, ils représentent des lissages des sillons de la cortex de l'insulin et de la cortex pariétal postérieur à gauche. À gauche, nous avons l'hyperdensité de la thèse moyenne, représentée par la flèche rouge. Il représente la présence d'un thrombus dans l'artère cérébrale moyenne qui peut apparaître comme une structure hyperdense sur la TDM sans contraste. Le même signe d'hyperdensité vasculaire peut également être retrouvé dans des autres vaisseaux, comme par exemple dans les deux premières images qui concernent le segment M2 de l'artère cérébrale moyenne gauche. En anglais, ce signe s'appelle le dot sign. Et dans la troisième image impliquant l'artère basilaire. Mais dans ces cas, bien qu'avec moins de sensibilité et de spécificité, cette hyperdensité représente un signe indirect d'occlusion vasculaire. Il est important de souligner que les premiers signes qu'on a vus sont des signes indirects d'AVC et qu'il n'est contre-indiqué ni aucun cas tout type de traitement, qu'il soit pharmacologie ou endovasculaire. Ce sont des signes présents au TDM de base et qui aident au diagnostic de l'AVC. Une autre chose qui peut être acquise à partir du scanner de base est le Shell Aspect. Le Shell Aspect est un outil standardisé utilisé pour évaluer l'étendue de l'infarctus cérébral sur un TDM sans contraste chez les patients suspectés d'AVC ischémique dans la circulation antérieure. Cette échelle aide à quantifier les lésions ischémiques précoces et à guider les décisions thérapeutiques. Le score Aspect est utilisé pour calculer l'étendue de l'infarctus. Le territoire de l'artère cérébrale moyenne est divisé en 10 zones. Un point est soutrait
pour chaque zone affectée par une hypodensité ou un gonflement focal du cerveau. La taille de l'infarctus est inférieure en terce lorsque le score est supérieur à 7. Les 10 territoires de l'artère cérébrale moyenne sont représentés ici. Nous avons des territoires profonds, des territoires superficiels. Et pour l'échelle aspect, pour chaque territoire hypodense ou gonflé, il est soutrait à partir de 10. Donc nous avons des scores de 10 qui représentent qu'il n'y a pas de signe précoce d'ischémie visible. Score inclut 6 de 9, ischémie modérée avec atteinte de certaines régions, et score inclut 0 de 5, ischémie sévère avec l'atteinte extensive. Nous avons ici un exemple d'une suspicion d'AVC hémisphérique gauche. Ici, il y a le scanner basal. On va faire l'échelle aspect, un certain exemple. On peut observer de premiers signes à gauche qui sont représentés par la disparition de nucléo du noyage caudé et lenticulaire, une partie spécialement, et le lissage de silence de la cortex insulaire, de la cortex frontal antérieur et postérieur, et de la cortex frontal antérieur. Donc, nous avons un aspect score de 4. Ici, le territoire de la première signe. Après, nous avons un deuxième exemple. Aussi, nous avons ici une suspicion de AVC à droite, l'hémisphérique droite. On va faire l'échelle aspect ici, à droite. On va voir qu'il y a des premiers signes à la cortex de lissage de silence de la cortex insulaire droit, de la cortex temporale postérieure et aussi de la temporale supérieure. Donc, il y a un aspect score de 7. L'échelle aspect a des limites. Les limites elles sont représentées par la limitation à la circulation intérieure, les modestes accords de lecture. Le score aussi est pondéré uniquement sur l'anatomie et non sur la fonction des régions cérébrales. Deux patients ayant le même score aspect n'ont pas forcément les mêmes volumes lésionnels. Donc, si la prise de décision est basée uniquement sur le seuil aspect, cela pourrait conduire à l'exclusion injustifiée des patientes du traitement lorsque l'emplacement de la lésion n'est pas pris en compte. L'échelle aspect a été beaucoup prise en considération ces dernières années pour soumettre des patientes au traitement endovasculaire en sélectionnant les patientes ayant un aspect supérieur ou égal à 7. Aujourd'hui, de nombreuses études démontrant comme même les patientes présentant des faibles scores d'aspect pouvant bénéficier aussi d'un traitement endovasculaire. Donc aujourd'hui, les scores aspect c'est important dans l'effet aigu de la validation de l'AVC, mais même des aspects faibles ne semblant pas contre-indiqués en traitement endovasculaire. Après avoir exclu les hémorragies identifiées les premiers signes, il est indispensable dans la phase aiguë de la diagnostic de l'AVC procéder à la angioscanner qui permettra d'identifier les sites d'occlusion du vaisseau par les thrombus, démontrer l'étendue de l'occlusion à l'aide de la Claude-Bardin score. Cela nous permet d'analyser les
collatéraux avec l'étui multiphasique. L'angioscanner et la scanner multiphasique utilisent en injection veineuse des produits de contraste pour visualiser les vaisseaux sanguins cérébraux. Cette technique permet d'obtenir des images détaillées des artères et du veins du cerveau, aidant à identifier les occlusions, les sténoses et autres anomalies vasculaires. Il y a deux exemples ici. La première figure, il y a une occlusion de tarpe M1 de la taille cérébrale moyenne gauche. La figure 2, c'est la présence d'un anévrisme cérébral de l'artère cérébrale moyenne droite. Et la dernière figure, il y a une occlusion de l'artère carotide interne au niveau de la bifurcation. Les deux slides suivants concernent les notes techniques sur la manière dont l'angioscanner et les scanners triphasiques doivent être acquises. C'est une étude triphasique, donc nous avons 3 phases. La première phase, c'est la phase artérielle pure qui permet de bien dans les sommes. Ici, sont reportés la quantité de contraste, des produits de contraste et la vitesse d'injection pour la phase artérielle. Par la suite, il y a 2 autres acquisitions représentant la phase veineuse et la phase tardive. Les caractéristiques techniques de cette acquisition sont reportées ici. Dans la seconde phase, il y a une acquise avec un retard de 4 secondes dû au repositionnement de la table sur les bases du crâne. Et après, nous avons la troisième phase, acquise avec aussi un retard de 4 secondes dû aussi au repositionnement de la table sur la base du crâne. Et aussi les reconstructions qu'il faut faire pour obtenir la meilleure visualisation du site d'occlusion et pour l'évaluation de la circulation collatérale. Donc, le scanner triphasique implique l'acquisition des images à 3 moments différents après l'injection des produits de contraste. Nous avons la phase artérielle, la phase veineuse et la phase tardive. Cette méthode permet non seulement d'identifier les sites d'occlusion, mais également d'évaluer l'état de la circulation collatérale et donc l'état de perfusion cérébrale. Nous obtenons 3 phases différentes dans lesquelles nous évaluons l'état des cercles latéraux et celles-ci pouvant être excellentes, intermédiaires ou rares. Ici, nous avons un exemple d'étude triphasique avec une très bonne circulation collatérale. Nous avons un patient avec une occlusion de M1 gauche. Au temple artériel, la circulation au-delà de l'occlusion est déjà bien visible et persiste dans les autres tempes avec retard, mais est toujours présente. Donc, cette est caractéristique par une excellente circulation collatérale. Ici, nous avons un autre patient avec une occlusion de main gauche. Dans ces cas, dans la phase artérielle, la circulation au-delà de l'occlusion n'est pas visible, mais apparaît dans la phase veineuse et la phase tardive, avec un retard. Et il y a une représentation une de phase juste. En ces cas, c'est un cas caractéristique de la circulation collatérale intermédiaire. Et finalement, un patient avec une occlusion d'un méandre droite, dans ces cas, dans la phase artérielle aussi, la circulation au-delà de l'occlusion n'est pas visible, était mal visualisée même dans les phases veineuses et tardives.
7 représente un cas de rare circulation collatérale. L'étude scanner se termine par l'acquisition de l'étude de perfusion. Ça permet de différencier les tissus cérébraux ischémiques récupérables, la pénombre, du tissu cérébral irrémédiablement endommagé, les corps de l'infarctus. Ceci est utile lors de l'évaluation du patient en vue des traitements, thrombolyse ou thrombectomie. Et sur le marché, il existe de nombreux softwares qui traitent les données et nous fournissons des indications de ce type où les CBV inférieurs à 30% représentent les corps ischémiques et les Tmax supérieurs à 6 secondes représentent la pénombre. La relation entre les corps et la pénombre nous donne l'indication du succès d'un traitement. La clé pour interpréter la perfusion CT, la scanner perfusion, dans le cadre d'un AVC ischémique aigu, est de comprendre et d'identifier les corps de l'infarctus et la pénombre ischémique. Car, par exemple, dans les premières figures que nous avons ici, nous avons les meilleurs scénarios parce que nous avons un patient présentant un petit corps et une grande pénombre. Et ces scénarios les plus susceptibles de bénéficier des thérapies de reperfusion. Au contraire, sur la deuxième image, nous avons le scénario de Peugeot, parce que nous avons un patient avec un corps ischémique comparable en termes de volume à la pénombre et ne sera pas candidat en thérapie de revascularisation. Pour compléter, j'ai quelques cases à vous montrer. La première, il a une femme de 63 ans, arrive aux urgences 5 heures après l'apparition des symptômes. Elle présente avec un NIH of 18. Et ici, il y a la scanner basal avec un bon aspect score, 9 comme aspect score. Il y a la disparition jusqu'à la disparition de la noyau caudé à droite par rapport au côté opposé. Et bien sûr, à la figure à droite, il y a un évident signe d'hyperdensité de l'artère cérébrale moyenne droite. À l'angioscanner, ici l'angioscanner qui confirme l'occlusion de l'apex carotidienne avec les ralentissements correspondants du débit au niveau de l'artère carotide interne droite. Dans ces cas, le scanner de perfusion n'a pas été réalisé car les patients étaient dans une fenêtre hépatique adéquate. On passe donc directement à la salle d'un jeu et ici, on voit bien le ralentissement du flux dans l'artère carotide et l'occlusion à l'apex carotide droite. Puis, dans ce passage, nous avons rouvert le navire 7 heures après l'apparition des symptômes. Et nous avons modifié un casquet à 3 mois et 1. Ensuite, nous avons un deuxième exemple. Un homme de 88 ans s'est réveillé à la maison avec une hyparésie droite sévère et une aphasie, un stroke scale de 18. Il n'y a pas de son précoce au scanner initial. Il y a un bon aspect score. Bien sûr, il y a une évidente hyperdensité de l'artère cérébrale moyenne gauche. À l'étude triphasique montre une excellente circulation collatérale et confirme l'occlusion du tract M1 gauche. À la lumière des données temporelles, dans ces cas, la perfusion a été fondamentale et démontre comment il existe un important déséquilibre, un important mismatch de perfusion avec un petit corps ischémique et une grande pénombre. Alors, allons à la salle d'un jeu. En salle d'un jeu, nous avons l'occlusion du tract M1 avec le ralentement de l'artère carotide gauche. Après un seul passage, nous avons la canalisation complète avec une bonne récupération fonctionnelle après 3 mois.
avec un modifier ranking scale de 2. En troisième cas, enfin, il y a une forme de 89 ans avec une hyparésie droite et une aphasie, un H scale of 15 à 8 heures dans le début des symptômes. Scanner initial, une hypodensité chronique généralisée est observée au niveau de la substance blanche en fonction de l'âge. Elle a un bon score aspect. Et si l'on regarde plus attentivement, il y a un dot sign au niveau de la fissure sylvienne gauche. À l'angioscanner, effectivement, dans la coronale, on avait le son de dot sign sur le scanner basal correspondant à une occlusion de la branche de bifurcation M2 de l'artère cérébrale moyenne gauche. Voici l'étude triphasique qui permet non seulement d'évaluer les collatérales, mais aussi d'assurer qu'il y a bien une occlusion vasculaire. C'est important parce que surtout dans les occlusions distales, il peut être difficile de poser le diagnostic dans les phases artérielles. C'est pourquoi l'étude vasculaire triphasique nous aide également à identifier les occlusions distales en identifiant les territoires avec retard de flux. Nous allons à la salle d'angiographie et revoyons les segments M2 occluses avec un seul passage de stent rétivière et aussi les contrôles de résonance magnétique de l'endemain. Par compléter, je voudrais vous parler des complications de l'AVC. La complication hémorragique est une complication de l'AVC ischémique cérébral et peut aggraver considérablement les pronostics. Le terme transformation hémorragique est utilisé de manière quelque peu variable et fait référence collectivement à deux processus différents qui ont une incidence en apparence et des implications pronostiques différentes. Ceux-ci sont l'infarctus hémorragique et l'hématome parenchyma. La classification de l'infarctus hémorragique est rapportée ici, et notamment en relation avec les thérapies de reperfusion. Les taux de transformation hémorragique des accidents vasculaires cérébro-ischémiques ont été rapportés de manière variable, mais généralement plus de la moitié de tous les infarctus cérébraux développant à un moment donné en composante hémorragique. La majorité des transformations hémorragiques après un AVC sont des hémorragies pétéqueuses, en minorité des hématomes. En effet, une étude de 2024 a démontré que le type d'hémorragie intracrânienne le plus courant était un HI1, suivi un HI2 et de l'hémorragie subarachnoïdienne. Donc, en conclusion, les objectifs de l'escanner en situation aiguë sont exclure une hémorragie intracrânienne, ce qui empêcherait la thrombolyse ou la thrombectomie. Rechercher des éventuelles caractéristiques précoces de l'ischémie, exclure d'autres pathologies intracrâniennes pouvant imiter un accident vasculaire cérébral comme une tumeur par exemple. L'angioscanner doit retrouver l'occlusion d'un gros vaisseau, M1, M2 de l'artère vertébrale ou de l'artère basilaire. Évaluer la circulation collatérale avec l'étude triphasique. Et enfin, l'étude de perfusion elle est indispensable pour les patients au-delà de la fenêtre thérapeutique, au-delà de 9 heures, ou dont l'apparition des symptômes est inconnue, au fond d'identifier les patients présentant un petit corps ischémique et un grand pénombre. Donc, j'ai terminé. Je voudrais remercier beaucoup pour votre attention. J'espère qu'avec cette courte lésion, je pourrai contribuer à améliorer le traitement des patients atteints d'AVC. Merci beaucoup et au revoir. Bonjour à tous. Merci beaucoup à toi, Francesco. C'était vraiment très bien. Mais voyons maintenant si ça a plu aussi à nos collègues qui sont en train de nous suivre pour la plupart depuis Kinshasa. Et donc là, comme vous l'avez déjà dit
le docteur Jonathan. Vous avez à partir de maintenant la possibilité de poser des questions ou en levant la main et on vous fera entrer dans la discussion, ou bien en écrivant dans les questions-réponses vos demandes. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions, Jonathan? Est-ce que tu peux lancer la discussion? Jonathan, s'il te plaît. Pour le moment, il y a pas de questions. Alors, vous pouvez directement, comme l'a rappelé, hein, directement poser vos questions dans la section questions-réponses et vous levez la main pour intervenir. Alors, moi, je voulais, donc, s'il n'y a pas de questions, je voulais en profiter pour préciser deux, trois choses. Donc, première leçon de neuroradiologie, disons, sera très utile pour pouvoir correctement suivre et interpréter les deux des leçons du mois de septembre qui seront dédiées, la première à la thrombolyse veineuse et la deuxième à la thrombectomie. Et du point de vue, Francesco, cette fois, on va pas te voler ton travail du point de vue clinique. Donc, un collègue, le docteur Francesco Arba de Firenze, est en train de nous préparer ces deux prochaines leçons. De tout ce qu'a dit Francesco Birasti, je voulais souligner, donc vous remarquez pour tous les gens que je connais en Afrique subsaharienne, que comme vous l'avez expliqué, bien expliqué Francesco Birasti, comme je vous l'avais déjà dit, effectivement, l'IRM n'est absolument pas indispensable, surtout en phase aiguë des AVC. On peut très bien se débrouiller avec un simple scanner, même sans injection. Vous avez bien remarqué, Francesco, toutes toutes les conclusions que l'on peut tirer de simples images une fois qu'on a pris l'habitude de rechercher les signes précoces, de rechercher les signes d'occlusion artérielle. Et je voulais aussi souligner, ce dont on n'a pas parlé Francesco, mais on avait déjà parlé dans d'autres notions précédemment, que le scanner est aussi très utile une fois qu'on a mis en évidence la lésion ischémique, même 2, 3 ou 4 jours après, pour la recherche de l'étiologie de l'AVC. Ça va être très important. Par exemple, si on voit, comme vous l'avez déjà expliqué, une lésion qui ressemble à une lacune, c'est-à-dire une petite lésion de la substance blanche de ronde la plupart du temps et qui ne mesure pas plus d'un centimètre et demi, eh bien, on sait que c'est dû à une maladie des petits vaisseaux, des petites artères, et que donc il faut se charmer surtout à contrôler tous les facteurs de risque. Par contre, vice-versa, si on voit un infarctus territorial plus étendu, en particulier qui inclut la substance grise, alors on peut penser plus à une embolie, c'est-à-dire un thrombus qui provient ou des artères de la carotide, donc du cou, ou bien du cœur ou de la crosse aortique. Il ne faut pas oublier non plus qu'il peut y avoir des plaques d'athérome là. Donc voilà, c'est ce que je voulais souligner. Ben, donc, si on n'a pas de questions, bizarrement, Francesco, tu les as tous laissés. Tu as été si précis que personne n'a rien à demander. On va pouvoir se quitter là, alors, non? Et à moins que Manuela voit que si quelqu'un a levé la main, Manuela, qualcuno alza la mano. Sì. E vuoi far entrare? Quali? E chi ti parla? Il primo in ordine. Ok, eccolo. Ah, Merci. une personne. Allez-y, vous pouvez parler, docteur Tarsis. On ne vous entend pas. Il faut mettre le micro. Sinon, Manuel, on fait rentrer quelqu'un d'autre. Manuel, puoi far entrare qualcun altro? Sì, sì. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, c'est bon, allez-y. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir madame, merci pour la parole. Je commence par remercier l'orateur qui nous a présenté de belles images et surtout nous rappeler les conditions nécessaires et indispensables pour la thrombolyse. J'ai deux petites questions.
La première, c'est la compréhension entre la zone centrale ischémique, qu'on appelle le corps ischémique, et la zone des prénombres ischémiques. Je voudrais comprendre si la zone des prénombres est possible, cette zone, la révascularisation est possible après la thrombolyse, alors que la zone centrale ne l'est pas. Et c'est bien ça que l'orateur a dit ou j'ai mal compris? La deuxième question, c'est par rapport au pronostic fonctionnel et vital. À mon avis, même si on récupère, si on parvient à réperméabiliser l'artère, surtout l'artère cérébrale moyenne, il y a toujours possibilité de séquelles fonctionnelles, séquelles motrices et autres. Est-ce que dans votre expérience, vous avez ce genre de séquelles ou pas? Voilà mes deux questions. Merci, madame, mais je ne veux pas être long. Francesco, hai bisogno di aiuto per la traduzione? Non ti sentiamo. E sulla seconda domanda, sì. Alors, intanto rispondi alla prima. Ok. Donc, c'est important de souligner, bonjour à tous, c'est important de souligner que les images qu'il y a vues sont des images de la phase aiguë. Donc, nella phase aiguë, c'est important voir les corps ischémiques, que c'est la part des cérébraux qui est morte, déjà morte. Donc, si on va faire révascularisation, la part qui est morte, il reste morte. Donc, c'est important de voir la pénombre et les rapports entre les corps et les pénombres. Parce que la différence la plus importante, c'est que la pénombre, c'est les tissus du cerveau qui, avec la révascularisation, on peut salver, on peut s'en salvare. Oui, oui, sauvé. Ok. Et ces rapports entre la pénombre et les corps, on peut voir avec la perfusion, avec l'étude perfusionnelle. Mais l'étude perfusionnelle, euh, on doit faire cette étude pour les patientes qu'on a un début des symptômes après les 9 heures ou avec les débuts inconnus. Alors oui, donc Francesco, merci. Le docteur Tarsis, vous aviez bien compris, donc il vient de vous confirmer ce que vous aviez compris. Donc les études de perfusion, ça permet de distinguer le corps, le centre où le tissu cérébral est mort, de toute la zone qui est grosso modo autour et qui est la pénombre et que c'est le tissu cérébral sur lequel on doit agir parce que c'est celui que l'on peut récupérer et qu'on va essayer de récupérer au maximum avec les techniques de reperfusion. Donc, c'est ça l'idée. Il n'y a pas que les techniques de reperfusion. Vous vous rappelez qu'on avait parlé aussi, je ne sais pas si vous y aviez assisté, enfin je le dis pour tout le monde, des unités neurovasculaires. Et on avait aussi discuté de l'importance de maintenir un bon niveau de perfusion, de pression, de tension artérielle, de maintenir des valeurs de glycémie normales, de maintenir des valeurs thermiques, d'éviter la fièvre. Et tout ça, ce sont aussi des facteurs médicaux qui permettent de préserver la pénombre ischémique. Donc, tout s'associe, évidemment. Déjà, c'est ça. Et la deuxième question que vous posiez, docteur Tarsis, c'est sur les séquelles des AVC. Alors, c'est clair que les techniques de reperfusion ne sont pas toujours miraculeuses. Ça peut l'être, c'est-à-dire qu'il y a des cas où on fait une thrombolyse et où à la fin de la perfusion, le malade n'a plus rien du tout. Pareil avec la thrombectomie, par exemple, le collègue neuroradiologue arrive à libérer l'artère de son caillot et dès que à la fin de la procédure, le malade n'a plus rien du tout.
Et ça, effectivement, c'est quand même un nombre exigu de malades. Enfin, ça arrive, mais c'est de temps en temps. Dans la plupart des temps, l'amélioration n'est pas aussi spectaculaire, mais elle va se vérifier dans les heures et jours qui suivent. Et les études que vous avez fait voir, le docteur Biraski, là, les 5 fameuses études qui ont permis d'obtenir l'approbation de la thrombectomie dans cette indication-là, ont démontré qu'à moyen terme, le pronostic des malades qui ont pu obtenir une recanalisation est bien meilleur que celui des malades qui n'ont pas fait de traitement du tout. Donc, le pronostic est bien meilleur. Ça veut dire que le taux de décès est bien mineur et aussi les séquelles motrices ou sur le langage, etc., sont réduites. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont absentes complètement. D'accord? Mais ça va être, par exemple, quelqu'un qui, au lieu d'avoir une hémiplégie, va avoir une hémiparésie, mais qui va lui permettre, par exemple, de se mettre debout. Et avec de la rééducation, ça va permettre de récupérer la marche complète. C'est juste pour vous donner un exemple. Voilà. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Si j'ai bien interprété ce que vous vouliez dire, hein, Non. docteur. Non. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci beaucoup Oui, pour on les vous entend. bonnes réponses. Et je Très merci bien. pour toutes ces réponses et bonne soirée à vous. Merci a vous. Manuela, facciamo entrare qualcun altro. Il y a des questions Eccolo. ici. Justin, docteur Justin, bonsoir. Alors, on ne t'entend pas, Justin. Ah, oui, Est-ce que tu peux mettre ton micro? bonsoir, Voilà. bonsoir Anne et toute l'équipe. Bonsoir. La première question a été vidée par le prof, le CK, mais j'ai quand même une préoccupation par rapport à 3 cas que j'ai suivis aux soins intensifs. Donc, il s'agit de personnes qui ont présenté en même temps un AVC hémorragique et en même temps un AVC ischémique. Alors, j'allais savoir si vous avez aussi des cas comme ça et comment est-ce que vous vous y prenez? Les 2 AVC hémorragiques et ischémiques hein, au même moment. La deuxième question, c'est, ici souvent les gens viennent en retard et quand ils viennent au-delà des heures où il faut faire la thrombolyse ou la thrombectomie, si ce sont des AVC ischémiques, on vous parle qu'il n'y a aucune lésion récente, mais on vous parle seulement des remaniements des vaisseaux. Et alors que le déficit cliniquement est là et on sait le situer par rapport à une lésion précise d'une artère du polygone de Willis. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Voilà un peu mes 2 préoccupations qui restaient. Francesco? Sì, allora ti rispondo un attimo in italiano che è un pochino più semplice. Va bene. La prima preoccupazione era, gli sono capitati dei casi in cui aveva contemporaneamente un'ischemia e un'emorragia. Sì, sì. È raro, nel senso, molto probabilmente non era un'ischemia infarcita, forse poteva essere, probabilmente, quindi un'ischemia che è arrivata qualche giorno dopo l'esordio dei sintomi, quindi abbiamo scoperto qualche giorno dopo e si è infarcita. Quindi questo credo sia lo scenario un pochino più probabile. Lì purtroppo non c'è molto da fare, se non ormai siamo al di là di tutte le finestre terapeutiche e dobbiamo solo gestire l'emorragia, quindi gestire l'edema, gestire laddove c'è e quindi con gli antiedemigeni e così via. E la seconda non ho più Aspetta, traduco Sì. Francesco. Alors, le docteur Biraski a expliqué que, alors pour la question qui concerne le fait d'observer en même temps une ischémie et une hémorragie cérébrale, c'est probablement dû au fait, et vous l'avez déjà expliqué d'ailleurs en disant que les transformations hémorragiques sont très fréquentes dans les AVC ischémiques et que donc, comme vous observez, malheureusement, les malades souvent au bout d'un jour ou 2 et la transformation hémorragique a eu le temps de se développer. Et donc, voilà pourquoi quand vous voyez les malades, il y a les 2 types de lésions
vasculaire contemporainement. Et donc, évidemment, là, on a les mains liées parce qu'on peut rien faire d'autre que gérer l'hémorragie et essayer de limiter les dégâts. Mais évidemment, point de vue recanalisation et autres traitements, tout est contre-indiqué. Donc, c'est la réponse à la première question. Maintenant, la deuxième. Vai, Francesco. E la deuxième me la devi tradurre, che non l'ho capita. Alors, aspetta, non me la ricordo. Justin, c'était quoi la deuxième question? Pardon. Jonathan, tu ricordes? Non. Je disais Vas-y. qu'ici chez nous, souvent, les patients arrivent en retard, Tard. au-delà des heures de Ah, thrombolyse. sì, mais Oui. je me rappelle. E, no, Oui. allora la seconda, Francesco diceva Al di là il dottor dell'orario. Justin, che è un neurologo, che arrivano tardi e nonostante la presenza di sintomi evidenti che loro sanno neurologicamente, perché il dottor Justin è un neurologo, sanno ricondurre a una zona cerebrale precisa e invece poi viene refertato da un attacco normale e dicono che non c'è niente, parlano solo di rimaneggiamenti, insomma niente di specifico. Questa è la sua domanda. Com'è possibile? Che cosa devono fare in questo caso? Cosa devono fare? Devono fare comunque uno studio TAC basale e una TAC trifasica, comunque, perché è possibile avere anche magari pazienti che arrivano a 8-10 ore, che hanno ottimi cicli di compenso, che magari non hanno segni precoci o hanno pochi segni precoci proprio perché hanno dei cicli di compenso validi, molto validi, e che magari non danno segni di occlusione, cioè non danno segni di ipodensità, non sono segni di ipodensità proprio perché hanno dei buoni circoli collaterali di compenso, e nonostante abbiano dei sintomi, perché lì è la penombra che parla, che dà la clinica, ma ancora non si è strutturata, nonostante il tempo passato, non si è strutturata la lesione ischemica, non si vede ancora la lesione ischemica. Quindi gli consiglio di fare lo studio completo comunque, tutto, vedere eventualmente se c'è la possibilità come sono i collaterali, perché sono proprio quella porzione di pazienti che trattiamo anche magari a 24 ore dall'esordio dei Una sintomi. domanda tecnica, Francesca, Sì. adesso, perché loro, per esempio, in ospedale dove andiamo hanno un attacco con l'angiotac, Sì. ma tutti i software di angiotac possono fare una trifasica oppure Sì. no? Sì. Sì? Qualsiasi TAC può fare una trifasica, sì, assolutamente. Basta impostare un'acquisizione Sì, triplice. non è un problema di software, cioè non serve una Ok, costruzione di un software, ok, semplicemente va una bene. costruzione come si fa per il fegato, né più né meno. Quindi Ok, va bene, glielo spiego allora. Alors, Justin, le docteur Biraski a répondu en ce qui Oui. concerne la phase aiguë des malades. Parce que si vous avez un malade avec des symptômes et un scanner cérébral, c'est peut-être trop tôt. Le scanner est trop précoce par rapport au début des symptômes, avec il y a des bonnes circulations de compensation, et donc on peut ne pas avoir la lésion ischémique. Donc, la suggestion, c'est de répéter au bout d'un jour ou deux le scanner et de confronter avec le premier pour voir s'il y a une différence, s'il y a une lésion qui est apparue. Moi, je peux ajouter par expérience que ça peut être aussi une lésion toute petite, une lacune, ou bien une lésion du tronc cérébral, où la définition radiologique est mineure, donc on voit moins bien ce qui est en train de se passer, surtout que ces lésions sont trop petites. Et ce qu'a ajouté le docteur Biraski, c'est vous avez la possibilité de faire un angioscanner, parce qu'avec une acquisition triphasique, parce qu'alors là, avec le produit de contraste, on peut mieux voir les lésions ischémiques et surtout on voit les vaisseaux. Ok, merci beaucoup. C'est bon, Justin? Oui, c'est bon. Au revoir. E Emanuela, c'è qualcuno altro da far entrare? Il y a des questions écrites. Sì, Allora, mi ha abbassato la mano però in questo momento, quindi non... ok, alors les questions écrites, vai Jonathan. Il y a le docteur Jean Mawanzi qui fait connaître ce qu'il faut craindre lorsque les malades atteints d'AVC n'est pas pris en charge dans la fenêtre thérapeutique. Et sa deuxième question considère qu'il y a ainsi que les transports des malades dans le centre surviennent tardivement, surtout dans nos
pays de l'Afrique subsaharienne à faibles ressources et où il y a beaucoup de difficultés de transport. Qu'est-ce qu'on peut craindre alors si la prise en charge est tardive? Ben, ça, c'est une question à laquelle je vais répondre moi, Francesco, non, parce que c'est une question clinique. Euh, Ce qu'on peut, ben, tout l'objet de cette formation et tout le but du travail de Visa Africa, c'est justement ça. Parce que on sait parfaitement que la prise en charge des AVC n'est pas systématique et surtout quand elle est effectivement tardive pour pouvoir faire des traitements de la phase aiguë. Et on sait aussi que les moyens et les connaissances ne sont pas tels de pouvoir manipuler ces traitements. Donc voilà pourquoi nous insistons sur l'organisation, l'établissement d'une unité neurovasculaire pour accueillir ces malades, bien qu'ils n'aient pas fait bien qu'ils arrivent trop tard, bien qu'ils n'aient pas, ils puissent pas tous faire des images neurologiques, radiologiques, parce que la prise en charge médicale intensive qu'ils reçoivent dans les unités vasculaires améliore le pronostic, bien qu'ils n'aient pas fait ni de thrombolyse ni de thrombectomie. C'est d'ailleurs l'unité neurovasculaire, c'est le premier traitement qui a démontré une efficacité dans les AVC. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie de faire ce travail avec vous pour pouvoir améliorer significativement le pronostic des malades avec AVC en Afrique subsaharienne où ils arrivent au-delà de la fenêtre thérapeutique. Et parce que, comme vous demandiez quelle est la crainte, et la crainte, c'est évidemment le pronostic qui est extrêmement péjoratif dans les AVC, avec un taux de mortalité et de handicap extrêmement élevé en absence de traitement. C'est ce qui s'est passé en Europe il y a 30 ans, 40 ans, par là. Voilà. D'autres questions, Jonathan? Une autre question clinique du docteur Trésor Maïturfa qui veut connaître les complications de l'AVC et sa désinfiltration et connaître l'importance du scanner cérébral, surtout dans les points où l'accès au scanner est vraiment limité. C'est quoi l'importance du scanner? L'importance du scanner, on vient d'en parler pendant 30 minutes, donc on vous a expliqué déjà quelle est l'importance du scanner pour différencier l'ischémie de l'hémorragie, pour déterminer le type de lésion, pour déterminer le siège de la lésion, etc. Et ben, si on n'a pas de scanner, on essaie de faire sans et on hospitalise les malades dans une unité neurovasculaire et on fait attention à prévenir les complications des AVC, qui sont toutes les complications internistes, c'est-à-dire la fièvre, les infections, les escarres, les troubles de l'hydratation, de l'alimentation, etc. Voilà, c'est ça la réponse. Il y a une main levée, docteur Élisée, qui a levé la main. Vas-y, Élisée, tu peux parler. Et je crois que tu as fermé ton micro, Élisée. On t'entend pas. Oui, bonjour, professeur, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous Bonjour. m'entendez. Oui, Si, merci si. beaucoup. En fait, oui, bah, pour moi, la première n'est pas vraiment une question. Ce qui est vrai, je reviens peut-être pour souligner l'importance d'abord du scanner. Aujourd'hui, les scanners, bien qu'au fin fond, dans le coin, mais dans les grandes villes, on a actuellement accès au scanner. Nous avons intérêt à bien utiliser cette leçon pour avoir les capacités à interpréter parce qu'en soi, les qui sont des radiologues généraux, donc ils font tout. Là, ils sont spécialisés à la radiologie des AVC. Donc, il y a beaucoup de ratés parfois. Et nous, comme neurologues, nous avons l'obligation de maîtriser cette leçon pour essayer de faire un
Élisée, je ne sais pas, mais moi euh, j'entends très mal. Je ne sais pas les autres, mais j'entends très mal ce que tu dis, c'est haché. Je ne sais pas si tu peux te déplacer. oui, je disais donc, peut-être pour les autres. Oui, je disais donc, actuellement, les grandes villes, on a quand même Bon, on l'a perdu du coup. Mais on va voir s'il revient ou pas. Je crois que sa question, c'est de concerner les compétences pour savoir interpréter les images. Le scanner, il disait que le docteur Élisée travaille à Paris depuis plusieurs années, donc évidemment, il a toute autre expérience. Et donc, il s'est rendu compte, je crois que je voulais faire part de ça, que évidemment, en Europe, les gens sont hyper spécialisés, comme le docteur Bihast, et donc évidemment, c'est plus facile pour nous de savoir interpréter ces images par rapport aux radiologues. Disons, aux radiologues qui travaillent en Afrique et qui n'ont pas forcément la même expérience et ni ne sont pas aussi bien spécialisés. Donc voilà, si on ne le récupère pas, eh ben, Manuel, l'abbiamo perso. Sì, ho Élisée. visto. Non ci sono altre mani alzate. Ok, va bene. Et alors, donc, on va vous dire au revoir. Remercier encore le docteur Biraski. Merci à vous. Et Valeria, tu veux dire quelque chose, puisque tu es l'organisatrice. Alors, non ti sentiamo. Ok. Non, les prochains séminaires seront en septembre. So, on se voit en septembre. Est-ce que tu peux donner les dates des deux qui sont Oui. déjà programmées? Le 19 septembre, le docteur Arba nous parlera de la thrombolyse. Le 24 septembre, nous parlerons de thrombectomie. Ok. Et puis, on doit mettre début septembre, donc le docteur Élisée, justement, vous présentera un séminaire sur les particularités des AVC en Afrique du point de vue épidémiologique, mais aussi surtout étiologique. Voilà, donc on va pouvoir vous saluer, je crois. On a terminé, Jonathan? Oui, il n'y a plus de questions. Ainsi, Ok, ceux parfait. qui ont des questions peuvent toutefois poser via mail à travers l'adresse mail isainfo@gmail.com. Ils peuvent poser leurs questions, on va essayer de répondre sur le site, s'ils auront des questions. Et puis, tu vas envoyer aussi donc les PowerPoint d'aujourd'hui et les certificats de participation pour les gens qui se sont enregistrés avec leur propre mail. Voilà. Ah ben, Merci à tous. Un bon mois d'août. À tout le monde. Bon repos et au revoir. au revoir. Au revoir.